À la radio du cinéma, on aime bien innover et on a choisi, dans le cadre de la projection du nouveau film de Julien Paolini qui s'appelle donc Karma Police, on a décidé de s'installer dans une des rues qui a servi de décor au tournage de ce fameux film Karma Police. Bonjour Julien Paolini. Bonjour, merci de m'avoir, j'adore l'idée. C'est marrant parce que ça pourrait... Bienvenue à la radio du cinéma. Bah ouais, merci, je suis très heureux d'être là, mais cette idée, elle est formidable, elle est tellement éclatante de simplicité qu'on pourrait se dire que, je sais pas, on aurait dû la faire avant ou que d'autres auraient pu la faire avant. Et ben non, vous êtes les premiers à le faire, donc bravo. Merci beaucoup. Julien, en fait, vous allez vous présenter brièvement. Donc là, on va quand même décrire un petit peu le décor. On se trouve actuellement donc, dans le 18e à Paris. On est à la station de métro Château-Rouge, en fait. Et donc, la rue de Jean, pour ne pas la citer, a été vraiment une artère très importante dans ce film Karma Police. Alors avant qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce film, vous allez quand même vous présenter. Julien, vous êtes un binational, on pourrait presque dire, puisque vous avez et à la fois des origines italiennes et des origines françaises. Et ça a une incidence réelle dans le cadre de votre cinéma. Mais je vous laisse vous exprimer autour de tout ça. Effectivement, je suis un binational, ouais. Mais oui, on est en plein milieu, je pense, des décors de notre film. Hein. Comme vous l'entendez, on est en plein dans la vie et dans ce qui est vivant dans le quartier de Château-Rouge. On est voilà, rue des Poissonniers devant le Grand Hôtel Barbès, qui est l'une des scènes, en fait, l'un des décors où ont été tournées certaines scènes de Karma Police. Julien, comment est-ce qu'on s'intéresse au cinéma quand on est tout petit? En fait, qu'est-ce qui va générer son intérêt pour le cinéma de manière transversale, puisque j'ai cru comprendre que vous avez aussi essayé d'exister devant la caméra. Je vous demande de vous exprimer par rapport à tout ça. Alors, c'est pas forcément un désir de cinéma, c'est un désir de raconter des histoires, de partager des histoires. Moi, du coup, effectivement, je suis arrivé en France à 8 ans, en banlieue parisienne. Et là-bas, dans cette école primaire donc, du 92 qui s'appelait l'école Victor Hugo, on avait cette méthode qui est la méthode Freinet, où en fait les 10 élèves de CE2, 10 élèves de CM1, 10 élèves de CM2 chaque semaine élisaient une histoire. Il y avait des fiches de lecture et on devait écrire une histoire. Et cette histoire était ensuite lue et votée et on choisissait la meilleure histoire de la semaine. Et à l'époque, j'avais 8 ans et chaque semaine, en tout cas très souvent, c'était mon histoire qui était choisie. Et donc je pense que ça a été, on va dire, la première manifestation de ma passion pour les histoires en général. Et ma mère, en fait, à l'époque, me parlait français, mon père me parlait italien. Et je m'accrochais un peu à tout ça pour trouver ma place dans le monde, quoi. Et donc après, voilà, en synthèse, il y a eu le théâtre, effectivement, d'abord dans les MJC de quartier à Colombes, puis ensuite au cours Florent, effectivement, après mon bac, où j'ai fait 3 ans au cours Florent. C'est un cycle complet. C'est un cycle complet au cours Florent qui a été un vrai laboratoire pour moi aussi. J'écrivais déjà à l'époque des nouvelles, donc il y avait autant le rapport à la littérature qu'au cinéma. Et donc j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des recueils de nouvelles et j'avais ce rapport déjà à concrétiser, on va dire, mes projets de raconteur d'histoire par la littérature. Et donc la passion du cinéma, elle était là aussi et elle s'est confirmée par la suite avec les courts-métrages. En gros, il y avait cette volonté de faire, de passer de la littérature au cinéma et donc de faire des films. Et donc, ça a été le court-métrage qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, d'abord en scénariste, ensuite en réalisateur, ne trouvant pas en fait de réalisateur pour mes scénarios. Ça a été ça le processus. J'ai cherché des réalisateurs, j'en ai pas trouvé. Néanmoins, j'avais trouvé un comédien à l'époque identifié qui était François-Xavier de Maison, qui était en train de faire Coluche. Donc c'était un moment de sa carrière et de sa vie où il était dans une très belle phase de cinéma et il a donné la chance à mon film, mon court-métrage à l'époque qui s'appelait Réveil d'un mouton. Et le producteur que j'avais à l'époque, Raymond Blumenthal, m'a dit « écoute, tu devrais le réaliser toi ». Et donc de façon très simple, avec le chef opérateur de Kervern et de Lépine qui s'appelle Hugues Poulain, on a tourné en 35 mm. Ce premier court-métrage, c'était 2009. Et ça a été le premier d'une série de 7 courts-métrages que j'ai fait. Donc, à cette époque-là, vous avez quel âge? J'avais 19 ans quand j'ai écrit le film et j'en avais 22 quand il s'est réalisé.
Donc voilà, c'est toujours une belle tranche de vie, même un court métrage. C'est toujours 3 ans de la vie, enfin 1 an, 2 ans, 3 ans de la vie du réalisateur. Donc ce qui a été à l'époque une école, c'était non seulement celle de la réalisation, mais c'était celle aussi, on va dire, de monter des films, faire des films. C'est-à-dire que ça va avec la création elle-même, finalement les à côté, c'est-à-dire ce qui va être, comment on fait pour mettre en place tous ces moyens nécessaires à celle du film, quoi. Donc voilà, le parcours a commencé là. Il y avait toujours l'écriture, la mise en scène. Il y a eu d'autres formes d'écriture, d'autres formes de mise en scène. Et au bout de 3, 4, 5 ans, d'autres projets qui sont nés qui étaient des formes longues, des longs métrages. Déjà à l'époque, vachement axés autour de la multiculture, c'est-à-dire pas mal d'histoires liées à d'autres territoires, liées à l'histoire coloniale française, l'envie de questionner le passé de la France, mais surtout le vivre ensemble. Et des films parfois un peu trop politiques ou un peu trop explosifs qui ne se sont pas faits, comme l'adaptation de J'irai cracher sur vos tombes en Algérie française, qui était à l'époque une adaptation que je portais officiellement avec la Cohérie Boris Vian, juste avant que Gondry adapte L'écume des jours. Il y avait eu ça, il y avait eu un projet en Afrique subsaharienne suite à un court-métrage que j'avais tourné au Burkina. Il y avait un autre projet qui se passait aux États-Unis. Donc il y avait déjà à l'époque un cinéma qui n'était pas exactement franco-français. Il y avait cette espèce de vision, enfin pas de vision, mais d'envie d'un cinéma universel directement en fait. Ce que je comprends également dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous avez une totale maîtrise de la fabrication d'un film. Et ça, évidemment, je pense que c'est un énorme avantage, parce qu'au moment où on commence à réfléchir, on rentre en écriture finalement de son futur film, on a quand même une vision un peu 360, par anticipation, et ce qui se permet en fait de bien, entre guillemets, baliser le projet, bien en amont, et finalement de le légitimer très fortement au moment où vous allez, entre guillemets, devoir le deviser ou le chiffrer auprès des producteurs, etc. Je ne l'avais pas au tout début, évidemment, cette vision. Hein. C'est toujours avec beaucoup de naïveté qu'on aborde la réalisation. Et donc on est cinéphile, on est passionné, on aborde simplement avec la théorie absolue. Et puis quand on rentre dans la pratique, et d'ailleurs un petit appel à tous les amis qui écoutent, il n'y a pas de meilleure entrée. Ceux qui passent par les écoles, moi je suis un autodidacte, c'est-à-dire j'estime que le cours Florent a été un laboratoire. C'était pas une école de réalisateur, c'était pas une école de mise en scène. Donc c'est pas un endroit où j'ai fondamentalement appris à réaliser. Ça a été un endroit pour rencontrer, un endroit pour échanger. Mais du coup, ceux qui nous écoutent, qui sont passés par des écoles, parce que c'est un point de ralliement comme ça, parfois local ou central de sa passion, c'est une très bonne méthode. La pratique en est une autre. Mais en tout cas, oui, tous ces à côté de comment on met en production, comment on monte, comment on finance, comment on concrétise des projets, c'est fondamental et c'est venu sur le tas, c'est venu avec la pratique et ça s'est construit au fil de ces courts-métrages, je pense, de ces 7-8 ans, je crois, passés à concrétiser des courts-métrages et c'est ça qui a été la base pour la suite. À demi-mot, vous êtes en train de nous dire que tous les chemins mènent à Rome. Pardon, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Non, c'est vraiment l'idée, hein, c'est-à-dire que... Voilà. On peut emprunter différents chemins pour finalement arriver à une forme de succès, de reconnaissance, en tout cas d'accomplissement, dans le cadre en fait de son vœu de faire de la réalisation du cinéma de manière générale. Moi, j'incarne ça, sincèrement. C'est-à-dire que quand j'ai la chance de partager ce que j'ai appris, j'adore le faire, je suis toujours le représentant d'une forme de mise en scène terre à terre. Je suis le réalisateur de la pratique, je suis celui qui a appris en faisant. Donc apprendre en faisant, ça veut dire concrètement apprendre en faisant des erreurs. J'ai appris une erreur après l'autre et chaque erreur m'a permis de ne plus refaire cette erreur après et donc de construire sur la base de ce qui marchait. Ce qui n'a pas dit que j'ai conçu ensuite un cinéma sur la base de ce qui marchait ou de ce qu'on m'a demandé et donc j'ai pas construit le cinéma que je fais aujourd'hui sur la base des concessions que j'ai dû faire. Sincèrement, j'ai eu la chance de continuer à faire un cinéma totalement libre. Donc voilà, c'est pas l'idée. Mais simplement, voilà, ça fait partie du métier et mon chemin, ça a été celui de la pratique absolue. Et donc ce film-là, comme le précédent, est un film qui s'est fait
de façon indépendante et qui a rejoint, on va dire, les salles de cinéma grâce à ce qui a été ses qualités, reconnu comme ses qualités en tout cas. Alors, Julien, c'est votre deuxième long métrage. Le premier a été tourné en Sicile, dont le titre est Amare Amaro, qu'on pourrait traduire par Amour amer. C'est parfaitement ça et bravo parce que beaucoup se trompent. On va dire une personne sur trois propose une version différente et originale, remixée du titre. Donc bien joué. Et donc, du coup, ce film, déjà, plante un petit peu les fondations de cette dimension humaniste, multiculturelle, en fait. Alors, pour le coup, là, c'est plutôt interfamilial, intrafamilial, dans une famille, un village sicilien. Si vous pouvez nous en parler en deux mots, ça plante un petit peu le décor et les fondations de qui vous êtes, de quel personnage vous voulez incarner dans le cinéma. Et alors, c'est une belle façon de parler de ce film, de commencer au film précédent, parce que c'est vrai que la réflexion, elle a toujours été de raconter la multiculture au cinéma et comment concilier des thématiques sociétales, comment concilier un peu une vision de la vie et de la société française et donc de ce qui est un peu le vivre ensemble, qui a un peu été, pour ma génération, vraiment une façon fondamentale de questionner sa place en France. Donc comment concilier tout ça avec un cinéma suffisamment populaire ou en tout cas suffisamment divertissant pour rester dans la continuité de ce qui a été le cinéma qui nous a passionnés, qui nous a emmenés à faire du cinéma. Donc l'idée c'est toujours d'aborder le cinéma de genre, l'envie c'est toujours d'aborder le cinéma de genre avec une façon comme ça un peu nouvelle ou en tout cas un peu fraîche de l'insuffler comme ça d'une énergie, d'une réflexion d'auteur. Donc en fait c'est du cinéma de genre d'auteur. Donc après ce film-là, il est d'autant plus libre parce qu'il est encore plus que le précédent à la croisée des genres. Et effectivement le premier c'était... Le premier que vous définissiez comme un western contemporain. Mais oui, mais complètement. En fait, la plupart des films que j'écris sont des westerns indirectement. Alors celui-là, Karmapolis, non, on est du côté du polar ou en tout cas du film noir. On pourrait parler même de réalisme magique parce qu'il traverse quand même le cinéma fantastique. C'est un cinéma beaucoup plus urbain. C'est une autre partie. Très psychologique pour entendre. Complètement psychologique, donc c'est une autre partie de nos références. Ce film-là, il a été vraiment pensé comme ça. Mais le précédent, oui, c'était presque un western, et c'était donc en plein milieu de la Sicile, deux familles qui s'affrontent dans un petit village. Et donc on était plus frontal, j'étais plus frontal sur le rapport au genre, et je faisais mes classes, quoi. Celui-là, j'ai l'impression qu'il a... infusé un peu plus cet entre-deux que j'ai défini tout à l'heure entre le cinéma de genre et le cinéma d'auteur. Donc j'ai l'impression, en tout cas c'est les retours que j'ai. Très clairement, vous aimez brasser les genres, hein, on est bien d'accord. Alors, quand on parle de ce film-là, on va rappeler le titre, donc on parle de Karmapolis, d'accord ? C'est un film effectivement avec une certaine noirceur qui a été présenté dans certains festivals comme le Festival de Cognac, où ça a rencontré le succès, disons-le clairement. Vous avez obtenu, je pense, un prix sur place. Je crois même que c'était le Grand Prix. On a gagné le Grand Prix de Cognac, effectivement, cette année. C'est quand même un festival qui fait référence dans le film polar, le film noir en France aujourd'hui. C'est un festival vraiment qui pour moi est un père, quoi. J'ai eu la chance d'être traité comme un fils là-bas, c'est-à-dire que j'ai croisé le chemin de grands metteurs en scène et de dramaturges vraiment importants et intéressants pour moi, et gagner le prix là-bas, c'était vraiment symbolique. Alors justement, Julien, en fait, vous évoquez beaucoup les prises de repères que vous pouvez avoir avec des gens peut-être plus affranchis, plus expérimentés. Est-ce que vous voulez bien en fait nous dévoiler quelques petits secrets par rapport à vos références ? Qu'est-ce qui vous influence ? On sent que la bande dessinée est assez présente dans votre cinéma, mais évidemment on peut faire référence à beaucoup de cinéastes. Est-ce que vous voulez bien en fait nous donner quelques tips par rapport à ça ? La bande dessinée, c'est marrant parce que c'est une référence, c'est une partie de mes références que j'ai retrouvées récemment. C'est-à-dire qu'en Je pense par exemple à La Noirceur de Larsenet, qui est une de mes références personnelles également. J'aime beaucoup la bande dessinée et on peut retrouver en fait des similitudes dans certaines scènes, dans certains environnements. Mais vous allez me confirmer tout ça. Oui, j'adore Manu Larsenet. Il y a cette espèce de recette, en tout cas ce mélange qui marche très bien entre des univers, des esthétiques comme ça assez sombres et en même temps un rapport à l'humour, à l'ironie
qui est salvateur et en même temps quelque chose de très humaniste dans le ton et dans le traitement. Et je pense que ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais adolescent et c'est resté aujourd'hui dans le cinéma que je pratique. Donc que ce soit Manu Larsenet, que ce soit Lewis Trondheim sur les mêmes idées, les mêmes notions comme ça esthétiques, enfin les mêmes je pense, la même recette, une partie de cette recette, ça m'a beaucoup inspiré, je crois, à l'époque. À une époque où j'écrivais les premiers textes et où tout ça a germé, quoi. Ensuite, le reste des références cinématographiques, en tout cas, elles ont été à l'origine, en fait, du cinéma qui a germé, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est très, je pense que c'est très sain d'ailleurs, mais que je m'en éloigne complètement. C'est-à-dire que quand je revois les films qui ont été fondateurs, j'ai évolué en tant qu'être humain et du coup, je m'y retrouve plus. Enfin, ça a été ce qui a allumé la flamme et cette flamme, voilà, a permis de construire le réalisateur que je suis. Et ces films-là correspondent plus en fait à ce qui m'anime. Donc, j'ai l'impression que le parcours d'un metteur en scène, c'est toujours celui-là, c'est-à-dire celui de remettre en question de façon parfois même frontale ceux qui sont nos pères. Et donc, nos pères sont là pour transmettre la vie. Et une fois que la vie elle est transmise, remettre en question en fait ceux qui avant nous étaient sacrés en fait, pour qu'on puisse faire mieux, pour qu'on puisse tendre à suivre un chemin. Donc au fondement, il y avait énormément de réalisateurs, énormément de metteurs en scène principalement. Vous pouvez nous en citer 3-4 ? Le nouvel Hollywood comme tout le monde et ça se ressent énormément dans ce film-là, que ce soit je sais pas, Ferrara, Scorsese, Coppola évidemment, quoi, tout le monde. Voilà. Le cinéma new-yorkais, en gros, des années 70. Et simplement, le film Karma Police, aujourd'hui, bon, non seulement c'est un cinéma parisien, néanmoins universel, j'espère, en tout cas, c'est ce qui est ressenti. Il est fondamentalement contemporain, en fait. C'est un cinéma post-Covid, d'un Paris qui se meurt, un Paris de 2024, qui est du coup, pour le coup, un cinéma du présent, quoi. Donc le fait de l'ancrer, de se dire qu'il est né des références d'un Hollywood, en tout cas d'un New York des années 70, ce serait pas du tout juste et pas du tout rendre hommage à ce qui est le film aujourd'hui, en tout cas pas de ce qu'il est dans la pratique. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est intéressant de comprendre le processus, mais que ce serait réducteur de le renvoyer à ce qui a été son fondement, parce que les textes, ça mûrit tellement lentement que en fait, si on est théoriquement un mauvais scénariste ou un mauvais auteur, on va juste régurgiter ce qui nous a inspiré. Si on joue le jeu comme c'est censé l'être, on finit par juste telle une plante, en fait, absorber l'essence des choses, de ce qui nous fait grandir, et ensuite oublier en fait ce qui a été l'eau, le soleil et les éléments minéraux qui nous ont créés, quoi. Alors Julien, pour revenir un petit peu à ce film, vous avez très longtemps habité dans le quartier et j'imagine que c'est pas innocent si vous avez souhaité faire ce deuxième film dans cette zone géographique que vous connaissez particulièrement et qui, par définition, en fait, a certainement inspiré cette histoire. En fait, ce quartier, pour ceux qui le connaissent, il est vraiment profondément cinématographique. Enfin, en tout cas, j'aime à le croire. C'est un décor vivant. Voilà, je sais que toi, David, tu l'as perçu comme ça. Moi, je le perçois vraiment comme ça. Mais là, les petites photos que tu m'as proposées dans le cadre de l'émission, elles m'ont montré que je ne suis vraiment pas le seul à le voir, puisque toi qui n'y as pas vécu, assez rapidement, tu as su poser ta caméra là où j'avais eu envie de la poser. Donc c'est pour ça que je pense que l'environnement là, dans lequel on est là en ce moment même, il est profondément universel. Alors, sans forcément trop intellectualiser, je crois que c'est parce que c'est un voyage en fait. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un voyage. Théoriquement, un bon film, c'est un film qui vous fait voyager. Donc ici, moi je voyage et je voyage dans ma vie. Alors c'est là où j'intellectualise, mais dans l'absolu, ce que je veux dire, c'est que je cherche des endroits d'équilibre. Je suis arrivé en France à 8 ans, banlieue parisienne. Ensuite, je suis arrivé adulte dans le 18e. Pas exactement à Château-Rouge, un peu plus loin,
du côté de Marcadet, Saint-Plon, Porte de Clignancourt. Donc Châteaurouge fait partie des quartiers, mais n'était pas le quartier principal. Néanmoins, le regarder d'un quartier plus loin, ça m'a permis d'en être d'autant plus amoureux et de concevoir le récit comme ça, c'est-à-dire avec un peu de recul. Et donc c'est, je pense, l'onirisme, ou en tout cas cette espèce de touche de magie, comme ça, de réalisme magique qu'il y a dans le film qui je pense, l'exprime. Mais le voyage qu'on fait quand on traverse ces quartiers parisiens, parce qu'en fait, ces quartiers, ils sont restés à la fois suffisamment inchangés pour qu'ils traversent le temps. Là, au moment où on se parle, on est dans un troquet. D'ailleurs, comment il s'appelle ? C'est un peu patiné par le temps, on a du mal à relire. Ça s'appelle Hôtel de l'Univers, mais je ne pense pas que ce soit le nom du bar. Il est juste en face du Grand Hôtel Barbès, au début de la rue des Poissonniers. Et là, par exemple, le tenancier me disait qu'il y a Lenny Kravitz qui est venu louer l'endroit, qui a tourné son clip. Il me parlait de Jean-Pascal Zadi qui est venu y tourner. Enfin, donc, nous, on y a tourné vraiment juste à côté, la rue d'à côté. Donc, en fait, je pense que je ne suis évidemment pas le seul. La rumeur raconte des films dans le 18e depuis très longtemps maintenant. C'est des artistes, Ekwe et Amé, qui partagent au monde entier leur passion pour le 18e. Moi, du coup, de la même façon, à ma façon, j'avais envie de le raconter. Et donc, ça a été par le prisme de cette idée, qui était celle d'un flic en arrêt maladie, qui se remet d'un choc traumatique, et qui se reconstruit dans Châteaurouge. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé du voyage, il y a aussi la vie, c'est-à-dire qu'ici, c'est électrique, il y a quelque chose de profondément vivant. En fait, les gens, à la sortie de ce film, ma plus grande satisfaction, c'est qu'ils n'y sont pas insensibles. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'ils en... Quel que soit ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent, ils n'en restent pas insensibles. Pourquoi ? Parce que le film est un film noir. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il a été à Cognac, que c'est un film de genre, on en a parlé. En fait, de façon allégorique, on raconte le monde d'aujourd'hui, le Paris d'aujourd'hui, donc un endroit où la vie est dure et où l'humanité de chacun, elle brille dans le noir. Et donc c'était vraiment ça l'idée, c'était faire un film noir pour raconter comment cet individu, Angelo, notre protagoniste, par ses valeurs, ou en tout cas son besoin presque maladif de venir secourir l'autre, aider l'autre, parce que c'est vraiment l'essence en fait d'un gardien de la paix qui cherche à sa façon une justice sociale, qui est c'est le bras de la justice, mais c'est lui surtout quelqu'un qui est obsédé par sa fonction comme ça de gardien de la paix. Comment lui, du coup, il va dans ce quartier se perdre un peu, ou en tout cas totalement ressusciter en fait. C'est comme si le quartier venait lui redonner la vie. C'est un électrochoc qui fait battre son cœur à nouveau et va carrément le perdre en fait. Et, on a eu des beaux moments de cinéma ces 10 dernières années qui étaient concentrés sur le flic de droite, le flic de la répression. J'avais envie de raconter l'agent un peu pasolinien qui à sa façon, de façon parfois naïve, va quand même exercer son métier autrement. Je crois qu'actuellement, vous êtes en écriture pour votre 3e long métrage. Ça, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut un peu naviguer dans vos inspirations. Qu'est-ce qui fait que cette petite graine qui est en vous va finalement donner un magnifique jardin, un joli potager où on va pouvoir venir récupérer des belles émotions. Comment ça démarre en fait ? Quelle est l'étincelle qui va faire germer ce projet ? Le fondement, c'est toujours un désir profond de cinéma, donc d'une histoire de cinéma, mais ça part vraiment toujours d'une idée. Alors que ce soit l'idée du film, que ce soit un personnage, que ce soit parfois même une envie de traiter d'une thématique, mais alors à travers quand même le prisme d'une idée, il y a toujours une idée. Donc là, ce film, c'était cette espèce d'idée de ce flic en rédemption au sein du chaos de ce quartier. Néanmoins, il y avait par-dessus ça une idée qui n'est pas une idée de scénariste, c'était l'idée de tourner dans la rue de Jean et dans le quartier comme un studio à ciel ouvert.
il y a une thématique photo qu'on appelle de la street photographie. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez des fortes envies de street movie en fait? Merci. Indirectement. Alors tu as raison, merci de me relancer là-dessus parce que c'est vrai que le vrai fondement, avant donc, de lancer ces écritures, ces idées, c'était un collègue réalisateur, chef opérateur, qui me dit, ça faisait 3 ans je crois, ou 2 ans que j'avais fini à Maramaro, les films d'après tardaient à décoller et je passais énormément de temps dans les rues de ces quartiers. Je travaillais dans un centre social pas loin, je participais là-bas et il y avait cette idée de « mais tu veux faire un film, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un film ?» et donc le film de rue, cette idée qu'une caméra, la rue, des comédiens suffisait à faire un film et que la tradition du film de rue finalement c'était beaucoup de films qu'on avait adorés et que leur énergie elle était fondamentale, elle était vraiment au centre de ces films-là. Et donc c'était ça, c'était effectivement autant l'envie de faire un film de rue que l'envie de tourner ici, que l'envie de raconter ce personnage. Donc je te remercie, tu as raison, c'est la troisième partie de l'équation. Ouais. On va quand même préciser que ce film s'est tourné en 3 semaines, ce qui est quand même juste exceptionnel. On va resituer un peu les choses dans leur contexte. En temps normal aujourd'hui, un long métrage, c'est entre 6 et 8 semaines en fonction, je ne parle pas des gros projets, mais un long métrage à peu près standard, 2 millions d'euros, entre 1,5 million et 2 millions de budget, c'est à peu près ça. Est-ce qu'on peut parler chiffres, Julien, sur ce projet? C'est un film qui a coûté combien? C'est un film qui a coûté entre 500 et 600 000 euros, je crois. Autant dire que c'est très peu. C'est très Par peu rapport d'argent. à un long métrage, c'est très peu. Et ça a été tourné en 3 semaines. C'est très peu d'argent, tourné en 3 semaines, 6 jours sur 7. Donc on est au maximum de Là, l'exercice. c'est rendement maximal. Ouais. Mais Il y par avait contre, vraiment cette fibre court-métrage qui est encore très présente. il y avait, on va dire, presque un dispositif quoi, qui était celui-là. C'est-à-dire, le film se fait à partir du moment où on travaille à l'intérieur de ce cadre. Donc ça veut dire qu'il faut être véritablement un peu un athlète, quoi, un ninja. Et l'exercice qu'est le court-métrage, pour ça, est vachement important. J'ai tourné pas mal de clips aussi. Le clip, pareil, c'est un autre exercice pour arriver là. Mais pour revenir sur les chiffres dont tu parlais, moi aussi je pensais qu'un film c'était 6 semaines, 8 semaines. Mais tu sais, aujourd'hui ça évolue énormément. Ça va Et, vite. ouais. Et même les papas, les Ridley Scott, ils tournent en peu de temps. Alors ils démultiplient les équipes, ils trouvent d'autres solutions. Mais même eux, ils subissent des cadres de production très restreints comme ça. L'équipe de tournage, ça représente combien de personnes à peu près sur le terrain en temps normal? Ah oui, alors c'est là que ça évolue. Effectivement, les plus gros films ont des plus grosses équipes, des très grosses équipes. Nous, je pense qu'on était une vingtaine peut-être. Je pense entre 15 et 30 en fonction des jours parce que c'est quand même un film. Si je reprends sa chronologie, c'est un film qui naît dans la discussion avec mon binôme et dans le cadre de ces films qu'on est en train de faire avec Cyrus, mon binôme, Cyrus qui est l'acteur principal, Cyrus Chaidi. Cyrus Chaidi qui est co-auteur du scénario et qui est mon binôme, donc qui est devant la caméra, moi derrière et qui produit le film avec moi. Et donc ensuite c'est Mano, l'écrivain, qu'on va chercher pour le scénario avec nous. Ensuite c'est Moussa Kouali qui est un producteur qu'on adore, qui nous permet en fait de tourner dans le 18e en mettant en place un dispositif c'est-à-dire qu'on a une équipe avec nous qui vient nous encadrer, nous ouvrir les portes un peu du quartier, qui en plus de ça met à disposition des studios de tournage dans lesquels on va concevoir l'appartement. Donc voilà, c'est pour dire ce que Moussa injecte et apporte et qui permet au projet vraiment de se confirmer. Et ensuite, c'est Marie Etchegoyen, une productrice formidable, incroyable, que beaucoup de gens connaissent et qui est suffisamment folle en fait pour dire allons-y parce que l'impossible est possible et malgré le manque de moyens, on va pouvoir concrétiser le projet. Et donc, c'est quelqu'un qui ne vient pas de cet environnement, qui n'est pas une productrice de films de rue, et qui va assez rapidement, avec sa directrice de production Lucie Loldern, trouver sa place et devenir vraiment un pilier, quitte à tenir tête à parfois certaines forces un peu plus obscures du quartier, qui parfois viennent faire du chantage ou imposer ou vraiment rendre complexe en fait le tournage dans le quartier. Vous avez tourné une partie du film en studio et c'est votre sœur qui a conçu en fait la déco. Quelle est la fonction exactement de votre sœur sur ce film? Ma sœur, elle est chef déco, chef décoratrice. C'est elle qui porte du coup la responsabilité de mettre en pratique les décors du film. Elle a commencé vraiment sur mes courts-métrages en assistante
du chef déco de l'époque. Et du coup, elle a fait son chemin, elle a tourné beaucoup avec moi depuis. Et elle a fait à la fois les décors du précédent et de celui-là. Quand on travaille en famille, en tout cas chez moi, dans une culture méditerranéenne, c'est encore plus dur parce qu'on est sans filtre, on est transparent. Et Cyrus, il subit ça aussi. En fait, c'est beaucoup plus dur de travailler avec ceux qu'on aime parce qu'on est plus exigeant. Mais en tout cas, la presse, par exemple, récemment, parlait des décors de ma sœur comme ceux d'une illusionniste. Parce que c'est vrai qu'il a fallu constituer un film mental. Il y a une dimension absolument mentale dans le film. Et que le décor, c'est le quartier, mais les intérieurs du quartier, du coup, reflètent cette dimension mentale, puisque tout le film, finalement, c'est l'esprit d'Angelo, c'est ce qui se passe dans sa tête. Donc, intérieur comme extérieur, dans sa tête comme à l'extérieur, il y a une dimension cloisonnée, et c'est un labyrinthe, en fait, un dédale, tout ça. Alors, vous parliez d'Angelo qui est l'acteur principal, on est bien d'accord, mais il y a un autre personnage en fait qui a une résonance toute particulière. Je parle évidemment du personnage de Poulet. On en parle un petit peu de ce personnage-là? Poulet, c'est marrant parce qu'il a vraiment pris sa place organiquement, c'est comme le reste, c'est-à-dire que c'est un film de personnages, et au départ, il y a la volonté comme ça de donner de la place à tous les personnages, et tous les personnages sont vraiment incroyablement savoureux, et les acteurs qui les incarnent, parce que je rends hommage aux acteurs, je ne l'ai pas fait assez, c'est grâce à eux que le film se fait, c'est-à-dire qu'ils acceptent le challenge qu'on a décrit, donc particulier comme contexte de tournage et de production, ils viennent par amour pour le projet, et donc que ce soit Alexis Manenti dont on va parler qui incarne Poulet, Cyrus Chaïdi dont on a parlé qui incarne Angelo, mais aussi Kharidja Touré, Pauline, Steve Chenche, Anselme, Fouad Amara, Kemar, c'est des gens sur qui se construit le film et avec qui ça se fait. Et donc voilà, et c'est sur eux que tient le film. Alexis Manenti, on le connaît bien, voilà, il était dans Les Misérables, il a marqué les esprits, mais pas que, hein, il a tourné tellement de films incroyables ces 5 dernières années, il a, je pense, imposé sa place dans le cinéma français, et c'est quelqu'un que je connaissais depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années, à l'époque déjà, et c'est pas anodin, je pense. J'avais tourné avec lui des images en plein Barbès. Donc là, au moment où on se parle, on n'est pas loin, on est vraiment entre Châteaurouge et Barbès, dans cette rue des Poissonniers qui nous mène à Barbès. Et donc à l'époque, il y a Karim Boukarcha, un autre ami scénariste, qui m'avait mis en relation avec Alexis Manenti, qui était pas encore, enfin c'était pas ses premières classes, il avait déjà tourné, il avait déjà commencé à donner la couleur de ses personnages et de son jeu au cinéma, mais il n'était pas l'acteur identifié qu'il est aujourd'hui. Et donc en caméra DV, comme ça, par pure espèce d'instinct, passion, j'avais tourné des images de lui, animal, comme ça, en plein milieu de Barbès, qui se cachait sous le métro aérien. Donc voilà, il y avait déjà l'envie de filmer Alexis au cinéma. Et quand ce personnage est né, eh c'était une évidence que de lui donner vie à travers le charisme mystérieux et animal d'Alexis. Pourquoi tu as eu envie de proposer aux gens un récit qui n'est pas mécaniquement efficace, mais profondément poétique? Parce qu'un film, ça parle à l'âme avant de parler au reste, quoi. Donc, en fait, c'est soit un film, on va dire, je sais pas, linéaire, efficace, mais il y a une sorte de supplément d'âme qui fait qu'il en reste quelque chose. Soit, et c'est l'axe que prend le nôtre, on va emmener le spectateur dans une espèce de danse chamanique, une espèce de transe qui, dès le départ, est pensée pour secouer un peu ça, tout ce qu'il y a en nous. Et dans ce cas-là, alors c'est pour ça que certains récemment, la presse, d'autres, disaient c'est ambitieux, parce que en fait, dès qu'on quitte la forme convenue et linéaire, assez rapidement, on ne plaît pas à tout le monde. Mais je pense que si on réussit l'exercice, on fait des films, et j'en suis vraiment fier parce que je crois que celui-là, ça marche, qui reste, parce qu'il touche, parce qu'il parle aux gens. Alors justement, cette âpreté, où elle prend racine? L'âpreté, elle prend racine dans une volonté de parler de la société, en tout cas du temps, de nos temps. Je pense que les œuvres, elles vivent dans leur temps, en vérité. Sincèrement, je pense que la vie, elle est... Oui, les œuvres peuvent vivre sur plusieurs Génération. Ouais, générations. J'allais dire sur plusieurs centaines d'années, mais en vérité, elles s'incarnent surtout dans leur époque. Et donc,
à l'époque, il y avait une certaine littérature qui était mon éducation, qui était ce qui m'a vraiment donné envie de raconter des histoires. Et ça a toujours été une vision humaniste de la société, mais qui vraiment attaque à la racine un peu là où c'est poreux, là où il faut trouver un peu des réflexions à stimuler. Parce que si on ne stimule pas les réflexions, on ne stimule pas l'action individuelle. C'est-à-dire qu'à l'issue du film, on revient à notre vie. Bon, en vérité, oui, le divertissement est primordial, il est fondamental et pour moi, c'est la première chose. Néanmoins, il faut quand même laisser quelque chose. Il faut quand même laisser une trace, une réflexion, quelque chose qui vienne prendre le pas. Le lendemain, la semaine d'après, l'année d'après, 10 ans après, c'est la seule façon, je pense, d'insuffler, d'injecter plutôt les graines de ce qui pourra améliorer le monde, quoi. Il y a D'argent et de sang, la série que tout le monde a vue récemment du collègue Giannoli qui parle de réparer le monde et c'est l'idée qu'il met en avant. Je pense qu'elle est très belle et c'est un peu l'idée, comment réparer le monde, comment contribuer à réparer le monde. Alors justement, Julien, merci de me faire cette transition. Ce que j'ai envie de savoir, ou ce qu'on a envie de savoir à la radio du cinéma, c'est qu'est-ce que ce cinéma, et en particulier ce film, dit de toi? Moi, je suis un grand pudique, je suis un grand timide, donc je suis quelqu'un qui a envie. Les interviews que je fais, en tout cas la promo là récemment, me permet de faire cette psychanalyse. Encore une fois, en bon méditerranéen je ne vois pas beaucoup de psy, malheureusement, pour moi. Et c'est pas une bonne idée. Vous, auditeurs, allez voir des psys, c'est toujours mieux. Mais donc dans l'idée, oui, je pense que ça parle de moi comme ça parle de Cyrus, comme ça parle... En vrai, il n'y a que ça qui compte, son chemin, son action individuelle. Donc comment on peut participer avec cette petite goutte d'eau à chaque fois à réparer des choses, comme faire remarquer Giannoli dans le monde dans lequel on vit et comment du coup dans le monde tel qu'il est, qui est un monde de plus en plus compliqué, on n'oublie pas qu'il y a une main à tendre à l'autre et qu'on a une responsabilité dans le vivre ensemble. Je crois que c'est un film sur l'amitié. Et ce que le film crée, c'est ce pont entre nous et l'autre, quel qu'il soit. Et donc voilà, je pense que c'est un film fédérateur. Donc j'espère que vous le verrez et que vous le verrez sous ce jour-là. On va parler aussi, parce que vous êtes déjà en train de travailler pour l'après, puisque vous êtes en pleine écriture, et je crois qu'elle est même très avancée, sans trahir trop les choses. Faites-nous un tout petit peu saliver sur votre troisième futur long métrage. Est-ce qu'il se tournera toujours en France ou il y a encore des envies d'Italie? Expliquez-nous un petit peu ça. Les réalisateurs, c'est maladif, ils ne s'arrêtent jamais. Dès qu'ils s'arrêtent, c'est la mort en fait. C'est toujours ce rapport entre la vie et la mort. Et ce que le quartier ici a raconté, c'est comment il ressuscite, comment il remet la vie chez les gens qui sont en train de la perdre, comme Angelo. Donc oui, non, en vrai, je suis un réalisateur obsessionnel et donc je ne fais que travailler et penser à l'après. Mais en tout cas, ce film-là, donc l'après dont tu parles, ça s'appelle Le Rice. Le Rice de Palerme, c'est l'histoire du seul... Donc ça serait encore en Sicile? C'est en Sicile, effectivement, que ça se passe, comme le premier film. C'est un film qui raconte l'histoire du seul capitaine de la Cosa Nostra non sicilien. Donc un moment comme ça où... C'est inspiré d'une histoire vraie? C'est inspiré de plusieurs histoires vraies qu'on a croisées avec Cyrus, qui a coécrit le scénario avec moi. Et donc, ouais, c'est comment, en fait, dans un contexte très particulier où les organisations criminelles se reconstruisent, où les crises migratoires ont façonné les organisations criminelles, comment, du coup, certaines figures émergent et créent leur légende. Et donc, ce personnage que va incarner Roche Dizem, un acteur que j'aime énormément, comment son personnage va du coup petit à petit devoir trouver son chemin à travers le communautarisme. Donc en fait on est toujours dans ces thématiques, celle des communautés, et comment dans un film qui est encore une fois contemporain, on crée le chemin entre le passé et le présent, parce que la Sicile c'est ça qu'elle raconte en fait. C'est comment une île qui est retranchée en fait dans le passé fait le lien avec le présent et donc voilà, bon, on est dans le film de gangster, donc petit à petit, je mets le pied de plus en plus dans le genre. C'est un autre western contemporain. Profondément, le prochain est d'autant plus un western en fait, ouais, complètement. D'accord. Alors pour terminer cette interview, Julien, il y a une tradition donc, à la radio du cinéma, on diffuse des musiques de films tout au long de la journée.
entrecoupé de répliques cultes, de films cultes. Alors je vais vous demander, en fait, comme ça, c'était pas du tout prévu, de me citer votre film préféré. Ensuite, je vais vous demander de nous citer donc votre musique ou compositeur préféré, mais en référence à un film, et puis une réplique préférée. Voilà, je vous laisse répondre. Alors ça change tous les jours, vraiment tous les jours. Mais non, là c'est Macadam Cowboy. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Macadam Cowboy de John Schlesinger parce que en vrai c'est drôle parce que Karma Police est profondément inspiré de ce film-là, mais les gens l'ont pas perçu. Il y a un copain, un collègue qui l'a vu récemment, qui a remarqué récemment, mais les gens n'ont pas forcément fait le lien. Donc c'est John Voight et Dustin Hoffman, et il y a beaucoup de points communs avec Karma Police. Et c'est un film, c'est une histoire d'amitié en fait. Et c'est profondément humain, c'est vraiment profondément du cinéma quoi. Donc c'est vraiment pour moi un film que je pourrais regarder tous les jours. Donc c'est mon film préféré du jour. Alors Julien, je vais vous demander également votre musique ou compositeur préféré. Et j'ai envie de rendre hommage à Pasquale Filastos. Qui est Pasquale Filastos? Eh ben, c'est un compositeur italien qui est en fait le bras droit de Nicola Piovani, c'est-à-dire qu'ensemble, ils ont travaillé sur beaucoup de grands chefs-d'œuvre tels que La vie est belle de Roberto Benigni, tels que les films de Nanni Moretti. Donc c'est quelqu'un qui, quand on est le bras droit, on travaille dans l'ombre, et donc c'est quelqu'un qui a traversé comme ça l'histoire du cinéma avec Piovani, qui a été nommé partout, Oscar, César, etc. Et qui, en parallèle, est aussi un jeune compositeur, d'une maturité folle, et il l'exprime avec mes films, et en même temps un parcours comme ça qui s'est construit sur le temps en tant que bras droit. Donc Pasquale Filastos, c'est mon coup de cœur et mon compositeur. Voilà. Donc il a travaillé sur vos 2 longs métrages. Il a fait Amar Amaro et il a fait Karma Police. Sur Karma Police, il y a aussi Data, qui est un compositeur incroyable de musique électronique principalement, qui a donné la couleur de son univers et de son monde à ce film aussi. Et enfin, Julien, pour terminer, je vais vous demander votre réplique de film préféré. En fait, il y a un film qui est Loin des hommes, d'un copain et collègue David Holofen, et le film qui est aussi une histoire d'amitié, c'est pour ça que je l'ai choisi là. C'est comment Viggo Mortensen et Reda Kateb, leurs 2 personnages à la fin, se croisent, et seulement par le regard, sans se dire les choses, sans exprimer les choses, en fait comment ils choisissent une prière en fait. Comment ils parlent en prière de leur rapport. Et il lui dit, sois au Créateur, il sera à toi, demande-lui, il te donnera, offre-lui, il t'offrira. Et du coup, tout le film, ils n'ont pas exprimé ça, ils n'ont pas exprimé pourquoi le personnage de Viggo sauve et rend grâce en fait au personnage de Reda Kateb, et à la fin, à travers en fait une forme de spiritualité, des valeurs qu'il a ingurgitées et qu'il rend par la pratique, en fait on comprend la bienveillance de ses actes. Et voilà, pareil, ça fait partie aussi de Karma Police, cette espèce de forme de spiritualité et de bienveillance qui est tout simplement résumée par un rapport humain en fait. Merci infiniment, mon cher Julien. J'ai été ravi de monter sur votre tapis volant et de partager avec vous une promenade absolument intemporelle. C'était un vrai bonheur. On souhaite évidemment un franc succès à ce film dont on rappelle le titre, Karma Police. Et bravo à la Radio du Cinéma, bravo pour votre courage de mettre en place des idées iconoclastes, de mettre en place à la fois par le son et par l'image aussi. Merci Julien.